Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 4 mai, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Au sommaire, Marine Le Pen au centre de la vie politique. C'est l'un des enseignements des épisodes politiques de ces derniers jours, après la tempête provoquée par l'alliance finalement avortée entre macronistes et républicains en PACA. Pour faire barrage aux partis d'extrême droite, nous débattrons avec nos invités de cet événement qui bouscule la vie politique à un an de la présidentielle. Mais d'abord, 3 lettres, BHL, intellectuel engagé, philosophe de terrain depuis plus de 40 ans, admiré par certains, critiqué, voire détesté par d'autres. Bernard-Henri Lévy revient dans son dernier livre sur les grands engagements de sa vie et il assume tous ses combats, sa personnalité, sa défense des guerres justes ou légitimes. On a énormément de questions à lui poser et ça tombe bien, il est déjà installé sur le plateau de C'est ce soir. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Soyez le bienvenu, on est très heureux de vous recevoir avec Camille Diao et Jean Birnbaum à l'occasion de la sortie de ce dernier essai sur la route des hommes sans nom. Ça sort chez Grasset et ce sont en fait 2 livres plutôt qu'un seul livre en réalité, 2 livres en un. C'est à la fois le recueil de 8 reportages que vous avez réalisé en 2020 pour Paris Match et aussi avant ces reportages une sorte de profession de foi. Je dirais de retour sur plus de 40 ans d'engagement et de conviction. On va en parler. On va aussi parler de vous, de votre image, parce que j'imagine que c'est jamais simple d'entendre un présentateur dire, comme je viens de le faire, autant admirer que détester. Ça m'intéresse d'avoir votre regard là-dessus. Mais d'abord, un mot d'actualité, on compte les jours. Avant la réouverture progressive du pays, le 19 mai, vous avez publié un essai il y a un an, au mois de juin dernier, Ce virus qui rend fou, dans lequel vous dénonciez la trop grande place prise par le Covid au détriment des autres drames du monde. Est-ce que vous pensez un an plus tard qu'on est sorti du tout Covid ou pas encore suffisamment ? Je pense qu'on est enfin en train d'en sortir, oui. Et on est enfin en train de s'apercevoir que le reste du monde existe. Aujourd'hui encore, vous êtes très dur contre ce que vous appelez notre société antiseptique, société du tout médical. Et comme vous adorez ne pas penser comme les autres, vous donnez aussi le sentiment, mais dites-moi si je me trompe, que vous regrettez qu'on ait fait des soignants des héros du quotidien. Est-ce que les Français qui sont sortis à 20h applaudir les soignants avaient tort de le faire ou pas ? Non, bien sûr qu'il n'y a pas tort de le faire. Mais d'abord, je crois que ce n'étaient pas les seuls héros du quotidien. Les caissières de supermarchés étaient des héroïnes du quotidien. Les éboueurs étaient des héros du quotidien. Les livreurs. Les livreurs. Il y avait des tas de gens qui étaient des héros du quotidien. Et j'ai trouvé simplement, oui, qu'il y a eu un moment... au moment du premier confinement et peut-être jusqu'à maintenant, d'égarement collectif. Cette crise, évidemment qu'elle était gravissime et qu'elle est gravissime dans d'autres pays que la France, par parenthèse. Je pense à l'Inde, à laquelle on s'intéresse peut-être moins qu'à la France. Mais enfin, voilà, il y avait d'autres sujets, il y avait d'autres drames qui se passaient. Poutine avançait ses pions ici, la Turquie faisait ses muscles là, les Chinois installaient leur modèle sanitaire, y compris parfois en Europe. Et tout ça, on ne le voyait pas. Quand je disais il y a quelques minutes, homme admiré et parfois détesté, est-ce que ça vous blesse ou est-ce que ça vous passe au-dessus ? Ça me passe pas, ça me blesse, non. Est-ce que ça me passe au-dessus ? Je peux pas dire ça, mais ça me met... Mais c'est pas le sujet, franchement. Ça fait 40 ans, comme vous l'avez dit, même un peu plus, 50 ans, que j'essaie d'avancer, que j'écris, je fais mon travail, j'écris mes livres, voilà, je fais ce que je crois devoir faire, et c'est vrai que je suis assez indifférent aux réactions. Alors, ça dépend lesquelles. Si quelqu'un que je respecte ou que j'admire vos critiques s'exprime contre moi, évidemment que ça me fait de la peine. Mais enfin, les tendances Twitter, les appels au meurtre sur Internet, etc., je m'en fous. Et vous comprenez pourquoi ou pas ? Il vous arrive de vous demander pourquoi vous suscitez parfois plus de reproches que d'autres ? Je ne sais pas si je suscite plus de reproches que d'autres. Non, je crois qu'il y a de toute façon un vent général en ce moment de dégagisme, de haine des élites, de populisme, et que j'en suis une des cibles, parce que j'ouvre ma gueule un peu plus que les autres, parce que parce qu'on me voit crapahuter dans des endroits impossibles au lieu de rester tranquillement chez moi, et voilà, parce que... Voilà, donc par définition, je dois attirer peut-être un peu plus ces flèches-là, les flèches du populisme déchaîné. Et du dégagisme. Et du dégagisme, vous disiez. Oui, du dégagisme, bien sûr. Oui.
Alors vous avez une marque de fabrique, Bernard-Henri Lévy, c'est cette chemise blanche que vous portez ce soir, toujours ouverte sur le torse, et que vous portez depuis toujours, en fait, plus ou moins selon les occasions. Vous la portez depuis toujours. Déjà en 1979, on va voir une photo, vous aviez une trentaine d'années si j'ai bien calculé. Vous portiez déjà cette chemise signature. Autre exemple, beaucoup plus récent, c'était l'année dernière sur le front, enfin sur le terrain en tout cas, au Kurdistan irakien. Alors il y a un vrai contraste, particulièrement sur cette photo, entre cette chemise blanche, immaculée, portée de façon assez décontractée, presque coquette, on peut dire, et la réalité, la dureté, la saleté des zones de guerre où vous l'arborez. Ça fait 40 ans, je crois, qu'on vous reproche cet uniforme de dandy symbolisé par cette chemise blanche. Pourtant, vous continuez de la porter en toutes circonstances. Pour quelle raison ? Parce que c'est un reproche tellement sot, franchement. Reprocher à un intellectuel qui produit des livres, qui produit des idées, qui mène des combats, sa chemise, c'est tellement bête que je ne vais certainement pas faire le cadeau à ces gens de changer de manière de m'habiller. Ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Aucun intérêt. Et qu'est-ce que je vais faire? Parce que je m'apprête à escalader ou à descendre, en l'occurrence, une montagne, je vais mettre un treillis militaire, une parka, un treillis, un pantalon multipoche. À quoi bon? Je ne le fais pas. Et j'ai tendance à me dire qu'il est juste et qu'il est d'être à peu près le même avec tous les gens que l'on rencontre, que ce soit à Paris, quand je suis face à vous, ou que ce soit au Kurdistan irakien, à quelques encablures de Daesh. Je crois il faut être le même. Ça, c'est une vague conviction que j'ai, c'est qu'il faut essayer d'être autant que possible le même en toutes circonstances et pas se déguiser. Enfin, moi, en tout cas, je ne me déguise pas quand je fais des reportages. Voilà. On parle de déguisement, en même temps, vous dites qu'il faut toujours être le même. Et finalement, vous n'êtes pas toujours le même. Vous avez toute une galerie de personnages. Dans un très beau livre que vous avez co-signé avec Michel Houellebecq, Houellebecq parlait de la tentation du personnage. On peut dire que vous êtes travaillé par cette tentation du personnage. Il y a plein de personnages en vous. Vous aimez brouiller les pistes, multiplier les identités d'emprunt, c'est votre expression. Et pour dire quelque chose de vrai sur vous, peut-être il faut déjà parler de cet amour, des faux semblants, de cet art, du trompe-l'œil dont vous parlez, dont vous dites qu'elle est au cœur de votre écriture. Les personnages que vous incarnez, ils sont très nombreux. On a parlé du philosophe en chemise blanche, l'ami du genre humain, le philosophe engagé, l'écrivain maudit, l'ennemi public, donc, dont parlait Houellebecq aussi. Donc plein d'identités, d'emprunts, de personnages, de masques. Et la question qui se pose, Bernard-Henri Lévy, c'est finalement cette comédie que vous aimez, ce jeu de masques, est-ce que pour être sérieuse, cette comédie, pour être vraiment sérieuse, il ne faudrait pas qu'elle fasse un peu plus de place à l'humour, à l'ironie et peut-être surtout à l'autodérision? Attendez, d'abord, faux semblant, comédie, et je ne sais pas quel est le... Je récuse, c'est pas vrai. La réalité, c'est que je pense que les identités des femmes et des hommes, en général, et des écrivains en particulier, sont complexes, et qu'on n'est pas tout d'un bloc, qu'on n'est pas tout d'une pièce. Et quand on a assez d'énergie, assez de santé physique et intellectuelle, pour permettre à cette multiplicité d'identités de se déployer, c'est formidable. Et c'est ce qu'on attend d'un écrivain. Mais je ne suis pas là en train de me dire je vais ruser avec mes lecteurs pour produire un nouveau faux-semblant. C'est pas vrai. J'aime, en effet, être en reportage sur la route des hommes sans nom, et j'aime débattre avec Michel Houellebecq d'Épicure et du récit de la création du monde dans la Genèse, d'Auguste Comte et de Louis Althusser. Les deux choses me passionnent. Mais dans votre livre, vous vous décrivez vous-même comme un as du faux aveu, l'artiste du trompe-l'œil et du leurre. Et ma question, c'était celle de l'humour et de l'autodérision. L'autodérision, ça dépend avec qui, Jean Birnbaum. C'est toujours pareil. C'est comme, est-ce qu'on peut plaisanter de tout? Ça dépend avec qui. Il y a des gens avec qui j'ai pas envie de faire de l'autodérision. Quand en revanche, il y a très longtemps, Jérôme Garcin me demande d'écrire ma propre nécrologie, j'ai dû faire ça et je l'ai fait avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Dans ce livre avec Houellebecq, la même chose. Dans ce nouveau livre, il y a aussi, je crois, plus que de l'autodérision d'ailleurs. Au fond, l'autodérision, ça participe aussi un peu de cette espèce de cynisme ambiant que je trouve malsain. Ce qui est plus important,
c'est d'avouer ses fêlures, d'avouer ses fractures, d'avouer sa faillibilité. Moi, dans ce livre d'aujourd'hui, je dis qu'il m'arrive d'avoir peur. Je dis pourquoi je vais me mettre dans des galères étranges et dans des fournaises insupportables. Je dis comment je tremble comme un enfant quand je me trouve dans telle tranchée ukrainienne et que je suis obligé d'y passer 2 nuits parce que c'est... Voilà, ça c'est plus important. Faire l'aveu de ses limites, de ses doutes, c'est plus important que de donner le spectacle de l'autodérision. Je sais faire l'autodérision. Alors, Bernard Lévy, il y a donc 2 parties dans ce livre. Sur la route des hommes sans nom, ce que j'ai vu, on y lit vos reportages au Nigeria, au Kurdistan, en Libye, sur l'île de Lesbos, au Bangladesh, en Ukraine, en Afghanistan et en Somalie. Et dans la partie ce que je crois, qui est effectivement la partie la plus intime, vous expliquez, pour le coup, sans masque, c'est ce que vous écrivez, les raisons qui poussent un philosophe comme vous, un jeune normalien, à aller au bout du monde et à partir témoigner de la guerre. C'est quoi ce livre, Bernard Lévy? Est-ce que c'est un bilan de votre vie? Parce que c'est un peu tôt quand même pour le faire. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais il y a une dimension comme celle-ci. C'est un bilan d'étape, oui. C'est un bilan d'étape. Et c'est vrai que je l'ai écrit à un moment où j'entendais tellement dire que pour être solidaire, il fallait s'enfermer chez soi et s'enfermer dans son confinement personnel, que j'ai voulu raconter une autre histoire. J'ai voulu raconter l'histoire d'une génération, la mienne, qui faisait de la guerre à l'égoïsme un principe politique fondamental. Je voulais raconter l'histoire d'une génération qui a décidé de se coltiner avec la grande colère des choses. J'ai voulu raconter tout ça, la génération de ceux qui ont eu 20 ans à la fin des années 60. Il m'a semblé que pour les gens, et en particulier pour les jeunes gens, c'était peut-être pas mal d'entendre ce bilan-là. Voilà. Et vous vous posez la question, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vivre cette vie-là alors que j'étais prédestiné à rester dans les livres, dans mon salon, et à ne pas parcourir le monde? Est-ce que vous avez la réponse? Pourquoi? Parce que j'admire, parce que si je devais dire en un mot, et je le dis évidemment en plusieurs pages, mais parce qu'il y a deux confréries où s'incarne pour moi toute la grandeur et toute la noblesse du monde, c'est les Brigades internationales et la France libre. Voilà, parce que je suis fabriqué comme ça. Ma colonne vertébrale, c'est ça. C'est des femmes et des hommes qui, d'abord pendant la guerre d'Espagne, puis contre le nazisme, ont eu le réflexe de dire qu'il y a des idées qui étaient insupportables, qu'il y a des combats qu'il fallait mener, et que même si on a horreur de la guerre, il y a des moments où il faut s'affronter à la canaille. Pierre Michel, qui travaille pour cette émission, a lui aussi lu votre livre, et il a, regardez-le, une question à vous poser. Cher Bernard-Henri Lévy, à la lecture de votre dernier livre, on a une question, même s'il y a certaines choses que l'on sait déjà. Je caresse le projet et le rêve, comme beaucoup d'écrivains et d'intellectuels, d'être une sorte d'intellectuel total. Depuis 40 ans, vous êtes partout. Philosophe, écrivain, éditeur, romancier et même réalisateur. On savait déjà avant de lire votre série de reportages que vous interveniez aussi bien sur la scène philosophique, médiatique que politique, en français comme en anglais. I like to convince people who disagree with me. On vous savait polyvalent, mais politiquement assurément sans ambivalence. Nouveau philosophe, si vous y tenez, je suis de gauche. Chemise blanche tout le temps, col officier parfois, une constante, l'uniforme, le monde change, pas vous. Comme tout le monde, je suis assez conservateur. Avant de lire vos reportages, on savait donc que vous étiez déjà de tous les conflits, Bernard-Henri Lévy. En gilet pare-balles en Bosnie, au Kurdistan sous les drapeaux, comme en hélicoptère à Sarajevo. On vous a vu dans la sécheresse du Darfour avec les Moudjahidines au Panchir. On vous a vu partout et ça n'a pas été du goût de tous. J'ai été attaqué sur tous les terrains possibles et imaginables. Vraiment, ça m'est indifférent. Je poursuis ma route. On savait que vous aimiez ce mot que vous écrivez, page 166, internationalisme. On sait que vous êtes allé aux 4 coins du monde, mais puisque vous en parlez, page 37, qu'en est-il du coin de votre rue? En d'autres termes, et comme vous le disiez en 2007 à Libération, êtes-vous toujours sourd à la question sociale? Je vous repose la question posée par Pierre Michel, parce que c'est vrai que vous l'évoquez dans ce livre. Êtes-vous toujours sourd à la question sociale? Vous savez, je ne crois pas avoir jamais prononcé cette phrase. Elle a été imprimée. Elle m'est attribuée, donc c'est comme si je l'avais prononcée.
En tout cas, la question du coin de la rue, justement, de pourquoi ne pas aussi regarder la misère du coin de la rue? Mais je regarde aussi la misère du coin de la rue, sauf qu'il y a tellement de bons reportages sur la misère au coin de la rue, et il y en a si peu sur la ville fantôme de Mogadiscio, si peu sur le massacre des chrétiens du Nigeria, qu'évidemment, je consacre mon énergie à parler du Nigeria ou de Mogadiscio. C'est aussi simple que ça. Mais la misère du coin... Je le dis d'ailleurs dans le livre, entre tous ces reportages où je repassais par Paris, j'ai écrit des bloc-notes, alors on ne les a peut-être pas lus, mais sur la misère au coin de la rue, sur les distributions de repas chauds, place de la République, par le Resto du Cœur. J'ai fait des chroniques là-dessus, en tout cas une ou deux. Voilà. Donc la vraie question, c'est qu'il y a, pour quelqu'un comme moi en tout cas, il y a une fraternité relativement facile et une fraternité plus difficile. Fraternité avec mes proches, avec mes voisins, ceux dont le Front National dit qu'il faut toujours les préférer assez lointains. Vous connaissez le théorème, hein, entre ma sœur et ma cousine, entre ma cousine et ma voisine, entre ma voisine... Bien. Théorème de Jean-Marie Le Pen. Théorème de Jean-Marie Le Pen. Ben, face à ça, il y a le théorème de Montesquieu, qui dit qu'au contraire, il y a une autre fraternité qui repousse les frontières de cette altérité, qui est plus difficile, et quand on peut le faire, c'est-à-dire quand on a un peu de temps, quand on en a le goût, quand on a les accès, bah c'est bien de le faire. Voilà. Ce livre, il pose aussi et peut-être surtout la question de votre rapport à la guerre. Bernard-Henri Lévy, alors d'abord, vous nous précisez que vous n'aimez pas la guerre, vous l'avez dit aussi il y a un instant. Vous écrivez « Je combats l'idée même que la guerre puisse avoir une poésie. En revanche, vous pensez encore aujourd'hui qu'il y a des guerres légitimes, des guerres, ce qu'on appelle des guerres justes. C'est quoi une guerre juste, d'ailleurs, aujourd'hui, et est-ce qu'il n'y a pas des guerres justes qui peuvent devenir des guerres contre-productives ? La guerre juste, enfin une guerre juste, vous savez, il y a toute une théorie philosophique, mais d'une phrase, ça se résume à une chose très simple. En 1993 ou 1994, François Mitterrand avait dit « Je ne veux pas ajouter la guerre à la guerre, donc je ne neutralise pas les batteries serbes qui menacent Sarajevo ». Moi, je crois qu'il y a des guerres qui retranchent de la guerre à la guerre. Voilà. Une guerre, elle est juste quand elle retranche de la guerre à la guerre. Quand elle fait qu'il y a moins de guerre. Et il y a des moments, l'humanité étant ce qu'elle est, la géopolitique étant ce qu'elle est, où il y a des gens qui font la guerre. Alors, ça, vous pouvez les appeler des barbares, vous pouvez les appeler des impérialistes, vous pouvez les appeler Poutine, Erdogan, peu importe. Ils font la guerre. Ils en prennent l'initiative. Le fascisme dans les années 30. Face à ça, est-ce qu'on décide de laisser faire comme les pacifistes des années 30, ou est-ce qu'on décide d'enlever de la guerre à la guerre? C'est ce que j'appelle une guerre juste. Voilà. Et dans ces cas-là, il faut des gens pour la faire, ce qui n'est pas mon cas, et il faut des gens pour la raconter, ce qui est mon cas. Et elle est où la différence entre la guerre juste, parfois, et l'ingérence? Ou est-ce que c'est une question, ça aussi, que vous refusez de vous poser? Je refuse pas de la poser, je suis absolument pour l'ingérence. L'ingérence mieux que l'indifférence, en gros. Mais attendez, grande conquête de la fin du XXe siècle. L'idée que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne peut pas signifier le droit des bourreaux à disposer de leur peuple, mais enfin, non, d'une pipe, c'est une belle idée, c'est une avancée du droit international, c'est d'ailleurs inscrit dans la charte de l'ONU. Je défends ça. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans une époque dite souverainiste, où les gens pensent que tout se joue dans le précaré d'une nation, et que l'idée de porter des valeurs qui pourraient valoir au-delà des Pyrénées ou au-delà de l'Atlantique, est une idée qu'il faut congédier. Ben, je crois que c'est faux, je crois que c'est une erreur, je crois que c'est une insulte, enfin je crois que oui, un outrage à l'idée même d'humanité. Jean? Oui, globalement, vous avez défendu des causes très justes et vous l'avez fait avec beaucoup de force, avec beaucoup de fougue aussi. Et justement, pas mal de gens ont dit, bah oui, il y a tellement de fougue qui se laisse parfois emporter. Et donc, à décrire les choses avec tellement d'enthousiasme qu'elles deviennent elles décrivent un peu un monde en noir et blanc, et où, quelque part, il serait facile de dire où sont les victimes et où sont les bourreaux. Or, effectivement, la guerre, parfois, elle est juste, parfois, elle est grise. Le monde, souvent, il est complexe. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème? Est-ce qu'il est si facile de distinguer d'un côté les bourreaux et de l'autre côté les victimes? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des cas où les victimes, les gens qu'on croit être des victimes dans un premier temps, se révèlent être aussi des salauds? Salaud, c'est le mot qu'un philosophe que vous aimez beaucoup, auquel vous avez consacré un beau livre, Jean-Paul Sartre, il aimait utiliser ce mot. Lui aussi, il croyait pouvoir identifier immédiatement et spontanément le camp des salauds. Est-ce que dans vos reportages de guerre, vous ne souffrez pas encore parfois d'un petit idéalisme sartrien de celui qui croit pouvoir
identifier de sources sûres qui sont les salauds? D'abord, je suis idéaliste, je veux bien, c'est un peu nunuche, mais admettons. Même peut-être romantique, tout ça, très bien. Mais il y a un moment, vous savez, où ça s'impose. Quand vous vous retrouvez en Somalie et que vous voyez d'un côté l'aile, la branche locale d'Al-Qaïda, qui organisent des attentats suicides aux heures d'embouteillage, qui font des carnages épouvantables, qui vont prendre en otage des villages entiers, qui mettent les femmes sous la terreur, et que vous avez de l'autre côté des types qui, très seuls, abandonnés du reste du monde, essaient de résister à ça. Je ne dis pas que c'est le bien et le mal, mais je dis que à l'évidence, en tout cas mon camp est choisi. Alors c'est pas victime et bourreau, c'est moindre mal, voilà. Parce que j'ai jamais dit non plus. J'ai commencé ma carrière philosophique il y a maintenant bien longtemps en disant que le bien n'existe pas et que la politique c'est jamais le choix entre le bien et le mal. Ça j'ai dit ça 100 fois. Bon, les gens veulent pas entendre, c'est comme ça, mais le bien n'est pas une question politique. En revanche, le moindre mal, oui. Ne pas torturer les corps, oui. Ne pas supporter ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, oui. Après, les gens nous disent, mais attends, les Ouïghours ne sont pas des saints, ils sont peut-être tentés pour certains par l'islamisme. Et puis après, les camps de concentration, c'est insupportable. Voilà. La purification ethnique, c'est insoutenable. Et face à l'insoutenable, moi je fais partie de ceux qui ont cette espèce de réflexe. On va parler de l'Afghanistan dans un instant, mais d'abord un mot de la guerre qu'on vous a peut-être reproché en premier lieu. C'est la Libye. Vous en parlez de la Libye dans ce livre, Bernard-Henri Lévy. En 2011, vous avez influencé, je crois, Nicolas Sarkozy pour qu'il intervienne aux côtés du Royaume-Uni et des États-Unis contre l'avis de l'Union européenne à l'époque. Alors, la Libye a été débarrassée de son dictateur, Mouammar Kadhafi, mais 13 ans plus tard, le pays a littéralement éclaté. Vous êtes retourné en Libye pour Paris Match. Vous avez été extrêmement mal accueilli et aussi au cri intolérable et antisémite de Lévy, chien de juif, vous le racontez, ça. Mais au-delà du caractère antisémite des attaques, est-ce que vous comprenez parfois la colère des Libyens qui se disent, ces gens-là, comme Bernard-Henri Lévy, qui ont plaidé pour l'intervention, ont transformé mon pays en quelque chose de pire aujourd'hui qu'hier? Non, parce que leur colère, c'est pas ça. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent Lévy, chien de juif. Ça oui, dans cette embuscade à laquelle vous faites allusion. Ils disent vive les frères musulmans et vive l'islamisme radical. Ils disent pas les interventionnistes ont fait de mon pays quelque chose de pire que ce qu'ils... Mais quelque part, on peut se dire qu'ils n'étaient pas là il y a 13 ans, ces gens-là. Si, ils étaient là, mais sauf que, évidemment, il y avait cette chape de plomb de la dictature qui fait que ça ne s'exprimait pas. Mais enfin, ils ne sont pas nés par génération spontanée. Donc moi, je ne regrette pas ce qui a été fait à l'époque en Libye. Et là, c'est pareil. Vous savez, encore une fois, ce n'est pas guerre juste ou pas guerre juste. En ce temps-là, il y a 10 ans, et j'en ai tenu une chronique d'ailleurs jour après jour que j'ai publiée, la question était de savoir si on laissait un dictateur noyer ses villes dans des rivières de sang. Voilà. Donc face à ce risque-là, qui était un grand mal, il y avait un moindre mal, qui était de bloquer ses chars, et s'il n'entendait pas raison, de faire tomber son régime. Il fallait y aller, mais peut-être pas comme ça, ou en tout cas peut-être qu'il fallait y rester. Il fallait peut-être, voilà, il fallait faire ce dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, de la vraie ingérence, c'est-à-dire du nation building, de la construction de nations. Il fallait aider une démocratie à se construire. Moi, une chose dont je suis très fier dans ma vie, attendez, dont je parle dans ce livre, c'est pas la Libye. C'est en Afghanistan, en 2002, président Chirac m'a envoyé comme une sorte d'ambassadeur précaire pendant quelques mois. Pour créer un journal? Non, le journal, je l'ai créé moi-même. C'était mon initiative. Non, pour faire un rapport que j'ai publié, qui s'appelle « Rapport au président de la République sur la reconstruction de l'Afghanistan ». Et là, j'ai passé 3-4 mois à sillonner l'Afghanistan, post-Taliban, les seigneurs de la guerre, à fabriquer un programme de qu'est-ce que ça pouvait être la reconstruction de l'Afghanistan? Comment on pouvait refabriquer une école? Comment est-ce qu'on pouvait aider les femmes qui le souhaitaient à sortir de ces prisons de tissu qui étaient... Comment on pouvait construire une armée nationale? Ça me passionne. Alors ça n'a pas été fait. Mais ça, c'est leur problème. Moi, j'ai fait ma part de boulot. Je vous coupe parce qu'on va rester en Afghanistan. On est 20 ans après l'intervention occidentale pour chasser les talibans du pouvoir, après les attentats du 11 septembre 2001. Les Américains s'apprêtent à quitter l'Afghanistan. Joe Biden a entériné la décision prise avant lui par Donald Trump.
I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. U.S. troops, as well as forces deployed by our NATO allies and operational partners, will be out of Afghanistan before we mark the 20th anniversary of that heinous attack on September 11th. Un retrait qui pose de nombreuses questions, encore une fois, sur l'utilité, sur l'efficacité de cette guerre, alors que les talibans contrôlent aujourd'hui environ 50% du territoire. Pour en parler avec vous, Bernard-Henri Lévy, on accueille une journaliste qui connaît très bien, elle aussi, l'Afghanistan. Bonsoir Alexandra Jousset. Bonsoir. Merci d'être avec nous, soyez la bienvenue. Vous avez notamment réalisé le documentaire « Les Afghans sacrifiés au nom de la paix », diffusé sur Arte il y a quelques mois. Exactement. Et qui nourrit la réflexion sur la grande question du moment. Cette guerre était-elle une guerre pour rien? Camille, juste quelques chiffres avant de répondre à cette question, pour bien comprendre ce qui se joue en ce moment en Afghanistan. Oui, alors cette guerre, on l'a dit, elle aura duré très exactement 20 ans, entre le 11 septembre 2001 et le 11 septembre 2021. 20 ans dont le coût est estimé à 1000 milliards de dollars. Donc à titre de comparaison, ça correspond à peu près à 6 fois le montant du plan Marshall qui a servi à reconstruire l'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale. Mais cette guerre, elle aura aussi et surtout eu un coût humain. Du côté afghan, au moins 165 000 morts, civils, rebelles et forces armées confondues. Côté américain, c'est 2500 soldats américains qui ont perdu la vie, des millions de blessés et de déplacés aussi parmi le peuple afghan. Et au-delà de ces chiffres, cette guerre, ce sont des objectifs qui n'ont pas vraiment été atteints. Alors le premier objectif de l'intervention américaine, c'était de faire tomber le régime des talibans. Alors regardez, on va voir sur cette carte où ils en sont aujourd'hui. En fait, les talibans contrôlent, cette carte elle date de février 2021, ils contrôlaient 52% du territoire afghan, principalement des zones rurales. Ça correspond à 40% de la population afghane. Le deuxième objectif de l'intervention, c'était de détruire Al-Qaïda pour mettre fin à la menace terroriste. Et malgré la mort de Ben Laden en 2011, qui a quand même été une victoire américaine, aujourd'hui, Daesh a pris le relais d'Al-Qaïda et le terrorisme islamiste continue de menacer l'Occident. Puis le dernier objectif, c'était d'instaurer un régime démocratique en Afghanistan. Et là aussi, c'est un échec, puisque les milliards de dollars qui ont été injectés par les Américains pour reconstruire le pays, ils ont surtout alimenté dans le pays une corruption endémique qui touche tous les niveaux de l'État et de l'administration. Donc voilà, 3 points pour montrer que c'est un bilan assez catastrophique et qu'on peut effectivement parler d'une guerre pour rien. Alexandra, je sais, qu'est-ce qu'on dit dans la rue afghane aujourd'hui? Est-ce qu'on a le sentiment que cette guerre n'a servi à rien? Dans la rue afghane, ce qui est très important, c'est qu'on veut la paix. Parce qu'il y a ces 20 ans de guerre, mais il y a eu avant... Enfin, eux, ils considèrent qu'ils sont en guerre depuis 40 ans. Ouais. C'est important parce que nous, on pense la guerre sous notre l'Union soviétique d'abord. Et donc, moi, j'ai interviewé des gens qui avaient mon âge, entre 38 et 40 ans, et qui n'ont jamais connu la paix, en fait. Donc, eux, la chose qui est la plus importante pour eux, c'est la paix. Ils ont perdu des frères, des sœurs, Enfin, il n'y a personne que j'ai interviewé qui n'a pas perdu quelqu'un, en fait. Et ils ont tous peur. Peur quand ils sortent de chez eux, peur quand ils envoient leurs enfants à l'école. Donc, leur principale préoccupation, c'est la paix. Est-ce qu'ils ont encore plus peur du retrait américain? Ils ont peur, mais ils ont conscience que rien ne pourra se passer sans le retrait américain. C'est-à-dire qu'il y a quand même, enfin, il y a évidemment une partie de la population qui dit qu'il faut qu'ils restent, mais maintenant c'est plus sur la table, donc c'est sûr qu'ils vont partir. Et puis il y a un moment où il faut qu'ils se mettent tous d'accord entre Afghans. C'est ce que me disait Hamid Karzai, c'est ce que me disaient aussi beaucoup de gens de la société civile. Les talibans sont afghans, c'est pas une force extérieure, et il y a un moment où il va falloir qu'ils se partagent le pouvoir, même si c'est quelque chose qu'on pensait inenvisageable il y a quelques années. Dans votre documentaire, il y a un habitant de Kaboul qui a une phrase assez frappante qui dit « Nous sommes des milliers à être morts pour quelques avancées démocratiques, à peine. J'espère que l'accord entre les talibans et les Américains va tenir, sinon on aura fait tout ça pour rien, justement. » Bah, c'est vraiment c'est cette idée, en fait. Mais ils ont quand même profité. On peut pas jeter, il faut un peu de nuance, on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même eu des avancées en matière de droit. Ils ont quand même construit un État. La question, c'est est-ce que ça va durer? Et ça, c'est la grande question. Là, on voit que les talibans sont en train d'attaquer. Au moment où on se parle, tous les postes, ils sont en train de récupérer les bases américaines et ils sont en train de récupérer de plus en plus de villes. On ne sait pas si l'armée afghane va pouvoir se défendre sans les forces américaines. Et du coup, s'ils vont pouvoir rester même au pouvoir. C'est ça la grande question. C'est l'un des grands enjeux, l'une des grandes questions. Si je vous pose la question, est-ce que ça a été une guerre pour rien, Bernard-Henri Lévy? Non. Non, parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Alexandra Jousset. Il y a des femmes de plus en plus nombreuses qui osent marcher dans la rue dévoilée. Il y a des jeunes gens qui écoutent de la musique. Il y a une chaîne de télévision, vos confrères, qui s'appelle Tolo News, où il y a des concerts de musique afghane et moderne extraordinaires. Il y a des matchs de football auxquels assistent des femmes. Et puis, bref, il y a
un début de démocratisation. Donc c'est pas vrai que c'est pour rien. Mais le plus important, vous avez dit deux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Les 160 000 morts de la société civile, c'est pas la faute aux Américains et à la guerre pour rien. C'est la faute aux talibans. C'est la faute à l'assaut continu depuis 20 ans, homéopathique, au mode supplice chinois qu'ils ont imposé à la société civile afghane. C'est eux, c'est les talibans, c'est le fascisme islamiste et afghan qui est à l'origine de ces morts-là. Et deuxièmement, les gens raisonnables n'ont jamais dit qu'il fallait être en Afghanistan pour éradiquer Al-Qaïda. L'idée, c'était de le contenir. L'idée, c'était de lui résister. L'idée, c'est de venir en renfort à ces femmes dont je parle et à ces ONG de la société civile que j'ai aussi beaucoup rencontrées. C'est ça l'enjeu. Alors, les gens disent les guerres sans fin comme si c'était la guerre du Vietnam. Ça n'a rien à voir. Les forces étrangères en Afghanistan, elles servaient à ça. Elles servaient à aider le jeune Ahmad Massoud, par exemple, dans son Panjshir, à se sentir moins seul, à ne pas être... Pardon ? Le fils du commandant Massoud. Le fils du commandant Massoud, oui, qui est venu à Paris il y a quelques jours, qui est venu inaugurer une plaque, une rue à la mémoire de son père, qui a rencontré le président Macron. Voilà, ce que dit Massoud, c'est les démocraties nous aident à ne pas être seuls comme des chiens sous la botte des talibans. Nous aide ou nous aidait? Parce qu'est-ce qu'on peut encore parler au présent? C'est quand même la grande question. Il y a un accord qui a été passé l'an dernier à Doha, au Qatar, entre les Américains et les talibans. Ce qui est déjà une phrase qui peut être compliqué à entendre pour un certain nombre de... Surtout un accord avant négociation. Avec un accord qui disait, en gros, dites-moi si je me trompe, on s'engage à se retirer, nous les Américains, et vous, les talibans, vous engagez à ce que l'Afghanistan ne serve plus de base arrière au terrorisme islamiste qui pourrait attaquer les Américains. Vous avez rencontré l'un des grands leaders talibans pour ce documentaire, Alexandra Jousset. Est-ce qu'on peut leur faire confiance aux talibans ? Ça, je pense que c'est franchement la grande question à laquelle personne n'a la réponse. On aimerait pouvoir leur faire confiance, mais comme me disait un des spécialistes, il me dit c'est jamais basé sur la confiance, les accords de paix. Donc on ne sait pas si on peut leur faire confiance. Ils essayent de se donner bonne figure. Ils parlent du droit des femmes, mais on n'a aucune idée de vraiment est-ce que oui ou non on peut leur faire confiance. Sur le terrain, ceux à qui j'ai pu parler, clairement, ils ont la même mentalité qu'il y a 20 ans. Ils considèrent que la musique devrait toujours être interdite et que les femmes à l'école, à l'école primaire, quoi, mais pas après. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a cette image diplomatique qu'ils veulent donner parce que c'était impossible de faire un accord avec des talibans qui étaient toujours aussi rétrogrades, et ça, ils l'ont bien compris. Donc ils ont changé leur image, mais est-ce que ça sera appliqué dans les faits Le sort des femmes dans l'Afghanistan d'aujourd'hui et de demain, on continue à en parler, c'est l'histoire du soir que vient de nous raconter Maxime Darquier. Salut Maxime. Maxime, les femmes afghanes craignent effectivement la période qui s'ouvre avec le départ de l'armée américaine et elles ont de bonnes, voire de très bonnes raisons d'avoir peur malheureusement. Oui, parce que ce climat d'incertitude, il a été alimenté récemment avec une décision que vous évoquiez un peu, une décision du ministère de l'Éducation afghan. Le ministère a annoncé sa volonté d'interdire aux jeunes filles de chanter en public à Kaboul pour, je cite, qu'elles se concentrent sur leurs cours et le suivi de leurs cours. Alors cette décision, ça a provoqué la colère des femmes afghanes et une vague de mobilisation s'est lancée sur les réseaux sociaux autour d'un hashtag, ce mot-clé, I am my song, je suis ma chanson. Et vous le voyez, des milliers de femmes afghanes ont répondu à l'appel et ont posté des vidéos où elles se filment en train de chanter, en train de défier le pouvoir de Kaboul. Et ces chants, vous allez l'entendre, ils ont fait souffler un air de liberté. این صدا صدای اعتراض من و تمام دانش آموزان دختر است که در مقابل تصمیم تبعیض‌آمیز ریاست معارف شهر کابل بلند میشن. حذف صدای ما حذف خود ماست. Alors après plusieurs jours de mobilisation, les femmes afghanes ont réussi à faire plier le gouvernement qui a décidé de retirer cette mesure polémique. Mais pour les femmes afghanes, cette affaire, elle renvoie aux heures les plus sombres du régime taliban. Et elle s'appuie sur des faits très précis et d'autres vidéos très dures à regarder, vous allez voir, qui circulent sur Facebook. Je vous préviens, c'est vraiment assez dur à voir. Mais on voit une jeune femme, ça a été filmé il y a quelques jours, en burqa et qui a été condamnée à être fouettée
en public, son tort, ce qu'on lui reproche, c'est seulement d'avoir téléphoné à un homme sans être marié avec cet homme. C'est ça, et c'est ce qui a poussé le tribunal taliban, censé être interdit, le tribunal taliban, qui a donné cette sanction. Alors aujourd'hui, beaucoup de femmes ont peur que le retrait des troupes américaines du pays, avec ce retrait, les talibans prennent encore plus le contrôle de leur vie. They cannot, as a small group of people, they cannot come and impose their ideologies upon a country which has so many ideas within it, so many people, so many diversity and pluralism. How can Taliban even expect to kill all this pluralism, which is such a natural thing for any human society? Voilà, 20 ans après l'arrivée des Américains censés pacifier le pays, l'Afghanistan reste l'un des pays les plus répressifs contre le droit des femmes. Est-ce que c'est pas criminel maintenant qu'on y est allé, de quitter l'Afghanistan? Oui, c'est ce que je pense, bien sûr. C'est criminel. Pour ces femmes, pour ces... Et le fait que Biden se mette dans les pas de Trump, parce que c'est ça que ça veut dire, celui qui a décidé de retirer les troupes, c'est Trump. Et ce que vient de faire Biden dans la déclaration que vous avez diffusée, c'est de ratifier la promesse faite par Trump. C'est désespérant. Moi, ces images me brisent le cœur. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, mon premier voyage en Afghanistan, c'est en 1982. C'est il y a 40 ans. C'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de progrès. Ces jeunes femmes-là, qui osent protester, qui osent descendre dans la rue, ça n'existait pas il y a 40 ans, ça n'existait pas il y a 20 ans, ça existe aujourd'hui. Alors, elles font plier le gouvernement, parce que c'est encore un gouvernement républicain. Attendez que ce gouvernement soit renversé par les talibans avec lesquels on discute à Doha, et vous allez voir comment elles vont être traitées. Et l'image que vous venez de montrer, c'est une image, elle ne va pas être virale juste sur Internet, elle va être virale dans les stades afghans, elle va être virale dans les villages afghans. Vous allez voir, ce qu'à Dieu ne plaise, j'espère vraiment me tromper, vraiment. Mais dans les crimes d'honneur vont se multiplier, comme dans les régions les plus reculées du Pakistan. Donc ce qu'on fait là est absolument criminel. Et franchement, vous dites, bien sûr qu'il y a eu quelques milliers de morts et qu'il y a eu 1000 milliards de dollars. Bon, c'est 1000 milliards de dollars. Pardon ? 1000 milliards. 1000 milliards, oui, 1000 milliards, c'est-à-dire par rapport à l'argent que les mêmes États-Unis ont dépensé pour lutter contre le virus, c'est quoi? Ça doit être, je n'ai pas les chiffres en tête, c'est peut-être le prix de la démocratie. Voilà, c'est le prix pour empêcher en effet un peuple magnifique, le peuple des cavaliers de Kessel, le peuple de ces femmes admirables, de replonger dans la nuit, quoi. C'est le prix pour ça. Je dis c'est criminel, et en même temps, en posant cette question, je me dis en même temps combien de temps l'armée américaine allait rester là-bas. On voit bien la difficulté et même tout le dilemme, Alexandra Jousset. C'est tout le problème de ces guerres sans fin. C'est le problème qu'on se pose aujourd'hui en France, aujourd'hui avec Barkhane. Enfin, je veux dire, c'est des problèmes toujours de combien de temps. Barkhane, c'est l'opération au Sahel. Oui, au Sahel, pardon. Mais c'est vrai que c'est des questions. Les femmes que j'ai rencontrées, c'est des femmes qui n'auraient jamais existé il y a 20 ans. C'est des femmes éduquées, c'est des femmes qui ont pu bénéficier de cet argent qui venait pas que des Américains, des Européens aussi. C'est important de le souligner. Moi, j'ai pas la réponse à cette question parce que je pense aussi qu'il y a un moment où il faudrait quand même donner le pouvoir aux Afghans de s'autodéterminer, de ne pas avoir toujours besoin de l'aide extérieure, parce qu'il pourrait y avoir une aide extérieure qui continuera à être humanitaire, il pourrait y avoir un appui, des appuis aériens. C'est aussi le problème, c'est qu'ils l'ont fait de manière complètement extrême, c'est-à-dire qu'on est passé de 100 000 soldats à aujourd'hui 2500 soldats qu'on retire. Ils auraient pu garder, avoir un appui aérien, retirer une forme de présence, de troupes au sol et garder une certaine forme de support. Ils ont fait le choix de tout retirer et c'est une choix de politique interne en fait aux États-Unis intérieurs. C'est un choix, Biden l'a dit, c'est un choix de gens qui se préoccupent, pour qui la ligne rouge, c'est pas d'attentats en Occident. Arrêter les attentats contre nos intérêts. Mais les attentats contre les femmes afghanes, contre les jeunes amateurs de musique, ils s'en lavent les mains. Et en même temps, Alexandre Jousset le disait, ils font partie de la société afghane, les talibans. Et alors, les pétainistes français, les collabos du nazisme faisaient partie de la société française. Cet argument-là ne veut rien dire. Il y a des batailles politiques dans le monde. En Afghanistan, depuis 40 ans, il y a une bataille politique entre des gens qui veulent la liberté, qui veulent l'égalité entre les sexes, qui veulent la démocratie, et de l'autre côté, des gens qui veulent l'obscurantisme. Ça, c'est la bataille. Alors après, est-ce qu'on croit à la géopolitique ou est-ce qu'on croit que chacun se débrouille dans son coin? Si on croit que chacun se débrouille dans son coin, on ferme la porte, on jette la clé et on regarde ailleurs. Et on les laisse s'entre-déchirer et on laisse les talibans gagner. Parce que c'est les plus salauds, parce que c'est les plus déterminés et parce que c'est eux qui l'emporteront. Ou bien on croit à la géopolitique et on maintient en effet une force limitée à calibrer. Moi je ne suis pas militaire, j'en sais rien. Mais en renfort
des amis de la démocratie. Mais les talibans, c'est important en termes géopolitiques, ils se sont engagés à lutter contre l'État islamique. C'est aussi pour ça maintenant qu'on leur laisse... mais ils font des attentats toutes les semaines. Depuis l'ouverture des négociations de Doha, il y a des attentats à Kaboul, il y a des attentats dans d'autres pays. On ne peut pas poursuivre ce débat plus longtemps, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu discuter ce soir, Alexandra Jousset, et échanger avec Bernard-Henri Lévy. Merci d'être venu, je vous laisse regagner. Merci à vous rester avec nous. On débat de vos engagements depuis une quarantaine de minutes maintenant, et l'un de vos grands combats depuis le début, c'est la lutte contre l'extrême droite. L'extrême droite, le Rassemblement national, sa patronne Marine Le Pen, qui sont en ce moment l'alpha et l'oméga de la vie politique française, la tempête politique, on peut le dire comme ça, provoquée par un éventuel accord en région PACA entre LR et En Marche pour faire barrage au Rassemblement national, signe à la fois la volonté d'Emmanuel Macron d'atomiser la droite et la fébrilité de toute la classe politique devant l'inexorable percée de l'extrême droite. Pour en débattre avec vous, j'accueille une philosophe, figure intellectuelle de la droite conservatrice et l'un des grands spécialistes de l'extrême droite. Chantal Delsol et Jean-Yves Camus nous rejoignent sur le plateau de C'est ce soir. Bonsoir à tous les deux, soyez les bienvenus sur ce plateau, merci d'être avec nous. Chantal Delsol, je vous laisse vous installer à côté de Jean Birnbaum, philosophe, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, l'une des figures intellectuelles de la droite libérale et conservatrice. Merci d'être là. Jean-Yves Camus, bonsoir. Bonsoir. Politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et l'un des grands spécialistes de l'extrême droite ici en France. On en débat tous ensemble juste après la preuve par 3 signée Hugo Bernard. La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise en octobre dernier à Marseille et dans laquelle il y a grand un pacte. Un pacte conclu entre le candidat de droite Renaud Muselier et En Marche dans le cadre des régionales. Pour contrer le RN, le candidat LR a accepté de fusionner sa liste avec celle du parti présidentiel, provoquant un séisme chez les Républicains et la colère des cadres de la droite. Ils ont fait leur petite soupe sur leur petit feu élyséen dans la mauvaise marmite. Et je le dis à Renaud Muselier, il fait une erreur, une terrible erreur. Une fusion abandonnée aujourd'hui par Renaud Muselier après de longues tractations avec les siens. Il n'y aura pas d'accord à quelque niveau que ce soit avec En Marche. Par ailleurs, la famille gaulliste dont je suis issu doit demeurer un rempart contre le RN. Car résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, le drapeau d'une région. La région PACA, dont le prochain président pourrait être cet homme. Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Thierry Mariani, candidat du Rassemblement national en région PACA. On avait promis par exemple en matière de sécurité le Karcher et qu'on n'a pas branché le tuyau. Oui. Voilà pourquoi je suis là. Un candidat en tête des sondages avec 33% d'intention de vote. Une avance à l'image de celle de son parti, désormais premier opposant politique de France. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, un chef de gouvernement. Le gouvernement qui, à 1 an de la présidentielle, a identifié son principal adversaire. Moi, je vous dis que nous allons accéder, en l'occurrence, à l'Élysée. La patronne du RN dont les idées séduisent de plus en plus de Français et qui, à chaque intervention, s'attaque au président. Si Emmanuel Macron, pour le plus grand malheur de la France, était amené à effectuer un 2e mandat, le chaos serait absolument général. Marine Le Pen, qui, depuis des mois, est annoncée dans tous les sondages, en tête du premier tour de la présidentielle de 2022. Une photo, 3 détails et une question. Marine Le Pen a-t-elle déjà gagné 2022 ? Jean-Yves Camus, grand spécialiste de l'extrême droite, je vous repose la question, peut-être un peu provocatrice, mais quand même. A-t-elle déjà gagné 2022, si ce n'est dans les urnes, au moins dans les têtes ? Non, pas nécessairement. Tous les sondages donnent pour l'instant, en cas de duel entre le président de la République et Marine Le Pen, Emmanuel Macron gagnant par... 52-48, 53-47. 52-48, certaines enquêtes le donnent plus largement réélu que cela, et honnêtement 52-48, ça reste tout de même une belle élection présidentielle. Ce qui est important, c'est que ce qui paraissait impossible il y a encore 2-3 ans, à savoir l'accession de Marine Le Pen à la présidence de la République, est aujourd'hui quelque chose qui n'est plus tout à fait de l'ordre du scénario de politique fiction, parce que ça va dépendre en grande partie non seulement de la mobilisation, mais également de l'abstention et des reports de voix. Les reports de voix sont très importants et on sait qu'aujourd'hui, il y a, à gauche notamment, toute une partie de l'électorat qui se réfugie dans une position d'attentisme et qui dit finalement au second tour je resterai chez moi.
pour certains, quitte à tracer un signe égal entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Chantal Delsol, quand Marine Le Pen dit moi je vous le dis, nous allons accéder à l'Élysée, forcément elle est dans sa communication, mais on la sent plus sûre d'elle que jamais en ce moment. Oui, je suis d'accord avec vous. Elle est plus sûre d'elle que jamais, et avec quelques raisons, parce qu'il est possible que ce barrage un jour finisse par céder. Et quand l'eau s'accumule. J'ai écouté, Bernard-Henri Lévy, la fin de votre émission à l'instant même. Au fond, nous aimerions que la démocratie s'installe en Afghanistan, bien sûr. Et en même temps, nous sommes en train de détruire la nôtre chez nous. Pourquoi vous dites ça ? Eh bien, parce que, vous savez, la démocratie, c'est un régime dans lequel on n'est pas sûr de où est le bien de la communauté. Donc on discute. Il n'y a pas un homme qui serait meilleur que les autres, comme chez Platon, par exemple. On est chez Aristote en démocratie, on n'est pas chez Platon. Et donc, il y a des débats. Il y a des courants de pensée, il y a des débats. Et on essaye que les débats se passent à peu près bien et que les gens ne s'envoient pas des injures à la tête. Mais là, nous sommes dans un système, depuis longtemps déjà, pas seulement depuis Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron organise encore plus cette tendance, où le chef de l'État essaye d'avoir finalement la gauche et la droite avec lui, de tout représenter. Et en quoi c'est antidémocratique ? Tout en même temps. Eh bien, parce qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus un débat qu'avec le diable en face. Alors, on nomme le diable et on dit surtout pas lui, Front républicain, barrage, etc. No pasaran. Bon, c'est pas de la démocratie. La démocratie, si vous voulez, c'est un débat entre deux courants différents l'un de l'autre. Bernard-Henri Lévy, vous qui disiez en 2017, au contraire, il faut rediaboliser le Front National. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez à Chantal Delsol ? Je réponds d'abord que c'est pas... je suis l'avocat de personne, là, mais c'est pas Emmanuel Macron qui empêche la droite et la gauche d'exister. Que la droite affirme ses valeurs, que, je voyais notre famille, le gaullisme, etc., qui le montre vraiment, que la gauche existe, qu'elle reprenne de l'énergie et de la force, c'est ça. C'est pas personne, aujourd'hui on n'est pas en dictature, personne n'a le pouvoir d'éteindre les débats. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, moi je suis convaincu, je prends le pari ce soir, que Marine Le Pen n'a aucune chance d'arriver à l'Élysée. Je crois qu'on n'en est vraiment pas là et que je sais que ça fait les choux gras des commentateurs et qu'on aime à se faire peur, comme souvent. Aux dernières régionales, il y avait déjà cette idée qu'elle allait arriver en tête de tous les partis. Puis à l'arrivée, elle était... Vous dites on aime à se faire peur et en même temps, vous dites je suis horrifié par le nombre de personnes qui tombent dans le piège de la banalisation du Rassemblement national. Moi, je suis horrifié par les idées de Marine Le Pen. Je suis horrifié quand il y a la tribune des généraux à la retraite de Valeurs Actuelles, la manière dont elle et son père, d'une seule voix, soutiennent ça et appellent à la révolte anti-républicaine. Juste pour préciser, des généraux à la retraite, dont quelques-uns d'actifs. Juste pour préciser, et qui appellent Emmanuel Macron à défendre le patriotisme pour la sauvegarde de la nation, tribune soutenue par Marine Le Pen. Voilà. Et que sinon ils iront s'occuper et risque de guerre civile, etc. Pourquoi je suis horrifié d'abord par les idées de Marine Le Pen. Et après, je suis navré de voir la banalisation, en effet, de ces idées, la façon dont nous sommes de plus en plus nombreux à penser que c'est un parti comme les autres. Et moi, je continue de penser que ça ne l'est pas tout à fait. Jean-Yves Camus. Je crois qu'il y a une spécificité française qui est l'inexistence, ou plutôt la fin programmée d'un véritable parti conservateur. C'est ce qui nous distingue d'un certain nombre de grandes démocraties, dont la démocratie américaine et la démocratie britannique, c'est que finalement, la droite n'arrive pas à se structurer comme elle le devrait, je crois, entre un pôle libéral, économiquement libéral, sociétalement libéral, et un pôle véritablement conservateur. Et la référence au gaullisme est devenue, à mon avis, une référence bien creuse. Je ne sais pas s'il faut invoquer à tout bout de champ les mannes du général de Gaulle, quand on est la droite française de 2021. Pour moi, le gaullisme s'est terminé de façon à peu près naturelle avec le général de Gaulle. Il y a eu ensuite quelques restes. Jacques Chirac qui était encore rattachable par sa tradition personnelle. Mais enfin, avouons que c'est quand même devenu une invocation singulièrement creuse. En clair, aujourd'hui, la droite française, c'est ce que vous disiez aujourd'hui dans Libération, n'a plus les armes idéologiques pour lutter contre le Rassemblement national. C'est ça, c'est la grande différence entre aujourd'hui et hier. Oui, mais elle n'est pas seule responsable. Je veux dire, j'ai été abasourdi aussi par le fait que Marine Le Pen a prononcé le 1er mai un discours
que ce discours contenait un certain nombre de propositions qu'on peut évidemment rejeter, mais encore faut-il les discuter. Or, de ce discours, finalement, personne n'a cherché à regarder les détails. C'était un discours qui s'intéressait à la jeunesse, qui parlait à la jeunesse. Il y a des mesures précises. Justement, la gauche aussi doit faire son travail. On va l'écouter, Camille. Oui, justement, on voulait vous faire entendre un extrait de ce discours de Marine Le Pen où elle s'adresse aux jeunes, où elle leur promet énormément de choses. En tant que responsable politique, je veux réapprendre à la jeunesse de France à s'aimer. C'est pour cela que j'envisage de mettre en œuvre un ambitieux plan à destination de la jeunesse dès mon arrivée à la tête de l'État. Alors c'est très frappant de voir que Marine Le Pen mise aujourd'hui autant sur la jeunesse, puisqu'il y a quelques années, quelques décennies, peut-être la jeunesse était plutôt celle qui emmerdait le Front National, pour reprendre les paroles de Bernard. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les sondages, la jeunesse adoube le Front National, Jean-Yves Camille? Non, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Vous savez qu'une enquête récente a montré que le président de la République était largement en tête chez les 18-24 ans, avec 29% des intentions de vote, et que ceux qui, au contraire, à 29%, voulaient voter pour Marine Le Pen, c'était les 25-34. C'est-à-dire... Ils ne sont pas très vieux non plus. Plus si jeunes. Pardon ? Ils ne sont pas très vieux non plus. Ils ne sont pas très vieux non plus, mais ils sont un petit peu différents des premiers, parce qu'ils sont ceux qui rentrent dans la vie active. Pourquoi ? Parce qu'on fait des études de plus en plus longues. Ils sont ceux aussi, pour beaucoup, qui se sont pris de plein fouet la crise sanitaire, parce qu'ils ne sont pas parmi les premiers vaccinés. Ils ont pour beaucoup un petit boulot qui leur permet de financer leurs études. C'est terminé. Et puis, ils ont l'angoisse de l'avenir, parce que finalement, si on regarde les enquêtes d'opinion, ceux qui votent le plus pour Marine Le Pen, ce n'est pas les 25-34. C'est les 25-59. C'est-à-dire les gens qui rentrent dans la vie active ou qui y sont de plein pied et qui se font quelques soucis, et on peut le comprendre, pour leur avenir. Chantal Delsol, je reviens sur ce que disait Jean-Yves Camille tout à l'heure. Le fait que la droite française n'arrive plus à se structurer autour d'un pôle conservateur. Vous êtes une philosophe conservatrice, Chantal Delsol. Libérale conservatrice. Libérale conservatrice, catholique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Yves Camille ? Est-ce que, pour le coup, la faute, entre guillemets, ou la responsabilité de la droite française est qu'elle n'arrive plus à combattre idéologiquement l'extrême droite? Oui, non, bien sûr que c'est vrai ça aussi. La droite française est complètement culpabilisée, a été depuis très longtemps culpabilisée par la gauche, et elle a trop peur de tomber dans le trou du diable. Mais j'insiste quand même pour dire que se fabriquer un diable qui arrange tout le monde, on se souvient comme ça a arrangé François Mitterrand par exemple, c'est très mauvais pour la démocratie. Personnellement, j'ai trouvé parfaitement normal, historiquement, que, par exemple, l'Allemagne, après la guerre, interdise le parti nazi. J'ai trouvé normal que l'Amérique interdise le parti communiste. Ça ne m'a pas gêné, en tout cas. Et je ne vois pas pourquoi un parti comme ça, on n'a pas pu l'interdire en son temps, on ne peut pas l'interdire. Si un parti est le diable, il faut l'interdire. Mais on ne joue pas avec le diable en démocratie, parce que c'est la démocratie qui s'effondre. Ça, je suis persuadée de ça. J'ai vu deux grimaces sur ces deux visages-là. Bernard-Henri Lévy. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il fallait interdire le Front National ou le Rassemblement National, mais je pense, en revanche, qu'il faut le combattre. Il y a en France, c'est une vraie tradition, une tradition anti-républicaine, une tradition antidémocratique et une tradition anti-libérale. Il y a des moments, avant la guerre de 14, au moment de l'affaire Dreyfus, dans les années 30, deuxième période, et peut-être en ce moment où ces trois traditions-là, ces trois anti, se conjoignent et forment une sorte de molécule politique. On en est là. Il faut combattre ça. Certainement pas interdire, mais combattre pied à pied, la droite et la gauche. Et l'expérience du XXe siècle prouve que quand les partis modérés ont cédé, et notamment les conservateurs d'ailleurs, quand ils se sont couchés, eh bien, le fascisme est passé. Quand ils ont tenu bon, quand ils ont affirmé leurs valeurs, le fascisme n'est pas passé. Et la droite conservatrice, elle n'est pas terrorisée par la gauche, Chantal Delsol. Elle est terrorisée par le Front National. Moi, depuis 30 ans, je vois cela. Oui. Ils sont... Bien sûr, ils se croient sans cesse obligés de dire, certains d'entre eux, qu'ils partagent les mêmes valeurs, qu'ils font partie de la même famille. Le vrai effet de terreur et de tutelle idéologique, il est du Front National sur certains conservateurs et aujourd'hui sur une partie de la gauche, par parenthèse. Donc la vraie question est là, que le débat politique reprenne, que les vraies querelles... Chantal Delsol dit justement qu'il n'y a plus de débat politique à cause justement de ce Front républicain, si je vous comprends bien. Oui, mais je ne crois pas. Je crois que le Front républicain,
Il y a eu moi, j'ai assez de mémoire pour me souvenir de ça, et en plus, j'étais un des grands avocats de ce Front républicain. Le Front républicain, c'était pas on arrête de débattre, c'est on débat de tout. On débat comme des lions, on s'oppose sur toutes les questions. Il y a juste une limite, c'est qu'on n'accepte pas la mise en cause de la République. On n'accepte pas l'idée que des militaires à la retraite puissent appeler à l'insurrection. On n'accepte pas l'idée du racisme contre les migrants. On n'accepte pas l'idée de l'antisémitisme, qui est une tradition forte à l'intérieur du Front National et du Rassemblement National. Actuellement, c'est plus là qu'il est. Actuellement, il est ailleurs, l'antisémitisme. Il est ailleurs et il est là aussi. Je pourrais vous donner des exemples qui prouvent ou qui indiquent que le Rassemblement national n'a pas totalement rompu. Lisez la règle du jeu. On a publié des biographies de responsables locaux du Rassemblement national ou du Front national et vous verrez que le soralisme, le néonazisme, l'antisémitisme n'en sont pas absents. Donc, Front républicain, ça veut dire non à tout ça. Pour le reste, bagarre politique, évidemment. Je suis absolument persuadé que nous n'arriverons pas à empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir en mobilisant les mêmes schémas intellectuels que ceux qui ont réussi à empêcher Jean-Marie Le Pen d'y arriver. Ça veut dire quoi, que le Front républicain ne marche pas? Non, mais je ne nie pas qu'ici ou là, il y ait effectivement tel ou tel responsable local qui ait un pédigré qu'on puisse exposer et qui le ramène au fascisme. Mais on est finalement totalement prisonnier de cette, j'allais dire, de ce mur du fascisme qui nous empêche, et qui empêche, y compris à droite d'ailleurs, de penser véritablement le totalitarisme indépendamment de la référence au fascisme. Ça, c'est un énorme problème. C'est un vieux schéma, ce que vient de décrire Bernard-Henri Lévy, pour vous? Non, mais ça veut dire le mur du fascisme qui empêche de penser le totalitarisme. Ça veut dire que nous devons être capables de penser aujourd'hui la question du totalitarisme sans systématiquement ramener ni Marine Le Pen, ni Viktor Orban, ni je ne sais pas trop qui. On pourrait parler de la Si on parle de l'islamisme radical, on parle de l'islamisme radical. Si on parle du totalitarisme... Mais regardez, même sur l'islamisme radical, le terme islamo-fascisme, par exemple, montre bien qu'on est assez incapable d'imaginer le totalitarisme islamique sans le ramener d'une certaine manière au fascisme. Ce qui est à mon avis une erreur fondamentale, parce qu'il a son logiciel propre, il a ses racines propres. Pour revenir au Rassemblement en philosophie politique, il y a des invariants et puis il y a des variantes. L'histoire des idées existe. Qu'il y ait dans ce qu'on appelle l'islamo-fascisme une part qui remonte à la vieille tradition fasciste du XXe siècle et qu'il y ait une part nouvelle qui a à voir avec un usage fou de la religion, c'est évident. Bah oui, mais les deux se mélangent. Et non fasciste. Les deux se mélangent et il faut être capable de compter jusqu'à deux en la circonstance. Pour bien comprendre, ça veut dire que si on continue de dire que le Rassemblement national est un parti fasciste, on va dans le mur, si je vous comprends bien. À mon avis, on ne va pas y arriver. Il ne s'agit pas de dire, évidemment, qu'il ne s'agit pas de le dire comme ça. Et par ailleurs, le Front républicain, pour en revenir au Front républicain, il a un énorme désavantage. C'est qu'effectivement, il brouille les repères. Et qu'on arrive à ce que ni la gauche ni la droite n'arrivent véritablement à proposer une offre politique alternative en affirmant leurs fondamentaux. Et ça, c'est assez terrible. Vous ne croyez pas qu'on peut faire les deux choses à la fois? C'est-à-dire, attendez, laissez-moi. D'un côté, dire que le ralliement de Marine Le Pen à cet appel factieux des généraux, ça vient de la tradition anti-républicaine française. Et parallèlement à ça, bosser à la Fondation Jean Jaurès, travailler dans les think tanks conservateurs et fabriquer des idées, des programmes tout pour demain. Est-ce qu'il est impossible de faire les deux choses à la fois? Non, il est évidemment pas impossible de faire les deux. Alors après, sur la tribune des généraux factieux, moi, je modère un petit peu le propos, parce qu'on a effectivement des généraux du cadre de réserve, on a finalement 18 soldats et officiers d'actifs qui vont être sanctionnés. Voilà. Sur la totalité des 270 000 personnels d'actifs civils et militaires de l'armée française, mais heureusement. Ça fait pas... Heureusement. La tribune a été soutenue par Marine Le Pen, on est d'accord. Le problème, c'est pas les généraux. L'armée française est républicaine. La police française est républicaine. Je voudrais qu'on entende Chantal Delsol sur cette question-là, parce que ça m'intéresse. Cette tribune des militaires, elle vous a choqué ou pas? La phrase en question, qui est une sorte... pas d'appel au putsch, mais enfin, en tout cas, c'est très limite. Oui, cette phrase-là m'a choqué. Pour le reste, c'est ce que pensent 50% des Français. 58% selon un sondage. Oui, bon, voilà, à peu près, quoi. Mais ce n'est pas ce que pense l'armée française, grâce au ciel. Je pense que l'armée française est plus de ce côté-là que du côté de la gauche. Qui pense qu'il faudrait... Il n'y a pas de la gauche, la gauche et de la droite conservatrice, c'est-à-dire des gens qui, dans ce pays, se rassemblent sur un certain nombre de principes communs
avant de se partager sur les choix de société. C'est quand même davantage à droite que de parler comme ça d'identité française. Davantage. Mais parler d'identité française, c'est une chose. Parler de putsch, c'est une autre chose. Non, mais attendez, j'ai bien dit que le putsch, je mets à part. Les 3 lignes du putsch, ça ne m'a pas plu. C'est ça qui fait problème. Vous me posez la et question. c'est ça que Marine Le Pen a salué. Jean Birnbaum. Non, mais tout à l'heure. Je n'arrive pas à parler. Pardon. Non, mais je vous écoute, c'est passionnant. Tout à l'heure, Bernard-Henri Lévy disait à propos de la politique étrangère, qu'il ne choisissait pas entre les méchants et les gentils, mais plutôt la question du moindre mal, le moindre mal. Il y a une citation qui me parle beaucoup d'un auteur que connaît très bien Chantal Delsol, que je cite souvent ici, Georges Bernanos, grand écrivain chrétien et royaliste, plutôt classé à la droite de la droite, qui dit toujours « Nous demandons pour nos fils un autre général que le général moindre mal ». Est-ce qu'à force d'avoir installé, non seulement, là, on parlait de la guerre à l'extérieur, mais en politique française, si de génération en génération, la jeunesse, et pas seulement la jeunesse, s'habitue à voter toujours pour le général moindre mal, est-ce que c'est pas, justement, et Chantal Delsol en parlait tout à l'heure, le meilleur moyen de réparer le général le pire? Moi, je crois que quand on appelait la jeunesse à voter pour le général souverain bien, c'était pire que le général moindre mal. La politique étant ce domaine de l'incertitude, des liens sociaux qui se révisent sans cesse, je préfère le moindre mal au souverain bien. Allez, on prolonge le débat avec la culture, avec la liste de Camille Diao. Camille, on commence avec une bande dessinée ce soir qui imagine d'ailleurs l'accession de Marine Le Pen au pouvoir. Oui, qui l'imaginait il y a presque 5 ans maintenant, en 2017. Alors ce n'est pas arrivé, mais la BD est toujours et peut-être plus que jamais d'actualité. Elle s'appelle La Présidente. On la doit à l'historien François Durper et au dessinateur Farid Boudjelal. C'est une BD de politique fiction, justement, donc, dans laquelle on suit Marine Le Pen dans son accession au pouvoir. On la voit ici descendre les Champs-Élysées le soir de la victoire victorieuse. On la suit donc la victoire victorieuse. Oui, c'est vrai, effectivement. On la suit jusqu'à la formation de son gouvernement, à l'application des premières mesures. Alors, par exemple, la Marseillaise obligatoire chantée tous les matins à l'école, la priorité nationale pour les logements sociaux, le retrait de l'OTAN. En fait, l'auteur s'est entouré de spécialistes pour essayer d'imaginer très concrètement quelles seraient les conséquences politiques, économiques, sociales, géopolitiques aussi, de l'application du programme du Rassemblement national. Et après ce tome qui est paru en 2015, ils ont continué l'anticipation avec 2 autres tomes qu'on va voir, Totalitaire, qui se passe en 2022, et La Vague. Donc c'est voilà, 3 BD à lire et à relire à l'heure où Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche peut-être d'accéder à l'Élysée. Vous connaissiez ces BD, Jean-Yves Camus, vous les avez lus, j'imagine? Oui, je crois même que j'y apparais très brièvement dans le premier tome. C'est très intéressant, en fait, qu'aujourd'hui, on ne soit pas capable précisément, enfin moi en tout cas, je ne suis pas capable précisément, de dire ce qui se passera entre le moment où la tête de Marine Le Pen apparaîtra hypothétiquement au journal de 20h et même le moment de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, et puis ensuite les premières mesures qu'elle prendra quand elle sera effectivement installée dans le fauteuil. C'est tout ce travail qu'il faudrait essayer de faire en décortiquant les propositions qui formeront son programme présidentiel pour 2022. Ce que seraient les 100 jours de Marine Le Pen. C'est exactement ce qui changera. Vous, spécialiste de l'extrême droite, l'un des meilleurs connaisseurs, vous dites je ne sais pas ce que seraient les 100 jours de Marine Le Pen. Aujourd'hui, je ne peux pas dire avec certitude, parce que fort heureusement, il existe dans la démocratie française des contrepoids, qui sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la société civile. Je ne peux pas dire exactement, non, voilà, au bout de 100 jours, il se sera passé ça et ça, parce qu'il y a un certain nombre des mesures qu'elle préconise qui vont buter inévitablement sur ces contre-pouvoirs, et heureusement. Vous n'y croyez pas de toute façon? D'abord, j'y crois pas. Ensuite, comme vous, je peux certainement pas le dire exactement, mais j'ai une petite idée d'à quoi ça ressemblerait. Et croyez-moi que la France serait dans un drôle d'état si ce scénario de cauchemar, où on la voit avec Vladimir Poutine et c'est Donald Trump. C'est Donald Trump qui est beaucoup plus beau dans la C'est de grands amis de la France, si elle arrivait au pouvoir. On a quand même une petite idée. Mais Chantal Delsol nous dit c'est ça la démocratie, en gros. La démocratie, c'est de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir. Non, mais la démocratie,
c'est le débat des courants. Si vous estimez que c'est un courant comme les autres... Non, je pense que c'est pas un courant comme les autres. Si c'est pas un courant comme les autres, il faut l'interdire. Non. Allez, on a déjà eu ce débat. On continue avec une série qui explore la façon dont certains médias, c'est intéressant, certains médias conservateurs mènent aussi la bataille des idées. Oui, c'est une série américaine qui s'appelle The Loudest Voice et qui est intéressante à regarder justement à l'heure où CNews vient pour la première fois de dépasser BFM TV en audience. C'est un peu le séisme médiatique de la journée de lundi. Bref, cette mini-série, elle s'intéresse au personnage de Roger Ailes, qui est le fondateur, enfin l'homme en tout cas qui a fait le succès de la chaîne Fox News, donc chaîne très conservatrice dans le paysage médiatique américain. Et elle montre très bien comment cette chaîne a participé à imposer des idées très conservatrices dans l'agenda politique de tout un pays. Television is the most powerful force in the world. We're going to give them a vision of the world the way it really is. And the way they want it to be. If we can do that, then they will never change the channel. Et cette stratégie a été un succès, puisque Fox News, en 25 ans d'existence, a rejoint en gros le top 4 des chaînes les plus regardées aux États-Unis. Et Roger Ailes, lui, il a conseillé Donald Trump pendant sa campagne de 2007. Il a notamment coaché sur la préparation des débats. Donc voilà, cet épisode à regarder sur MyCanal. On ne va pas spoiler ou divulguer, mais ça se finit assez mal quand même pour Roger Ailes. Pas pour Fox News, mais pour Roger Ailes. Et pour Trump. Et pour Trump un peu plus tard. Merci Camille pour tous ces conseils. Merci Jean-Yves Camus d'être venu nous éclairer ce soir. Merci Chantal Delsol. Je signale votre dernier livre que vous avez co-dirigé, La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Il est ici. Merci d'être venu. Merci Bernard Lévy de nous avoir accompagnés depuis le début de cette émission. Votre dernier livre Sur la route des hommes sans nom, dont on a parlé ce soir, il est publié chez Grasset. Merci à vous. Camille et Jean, merci également. Tellement de merci. À demain, 22h25. Bonne fin de soirée à vous.